Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal, lundi 18 mai 2026, date historique pour les Haïtiens. La fête du bicolore haïtien, 18 mai du 1803, 18 mai 2026, 223 ans du bicolore national haïtien. Depuis le studio de Swag Radio pour présenter le Grand Journal Erlich d'Aurelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio. L'énergie, le flow, l'attitude on air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio. Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Le son qui swag. Et tout de suite, voici les infos. Un séisme de magnitude 5,2 à Luizhou en Chine. Ce lundi matin, un séisme de magnitude 5,2 a frappé la région autonome de Zhuang de Guangxi dans le sud de la Chine. 2 morts sont à déplorer. La dernière personne coincée a été secourue et hospitalisée. Écoutons les détails dans ce grand journal. Selon le CENC, Centre chinois de surveillance sismique, le tremblement de terre a frappé le district de Yunnan à une profondeur de 8 km. Certains bâtiments se sont effondrés. Les services d'urgence, les pompiers et la police mènent actuellement des opérations de recherche et de sauvetage, procèdent à l'évacuation des habitants et surveillent les répliques. Une équipe centrale a également été dépêchée sur place pour coordonner les opérations de secours. Retournons aux États-Unis. Dans ce grand journal, Donald Trump a proféré de nouvelles menaces d'anéantissement de l'Iran, 2 mois et demi après le début du conflit avec Téhéran, tandis qu'un drone s'est abattu près d'un site nucléaire aux Émirats générant lundi une nouvelle hausse des prix du pétrole. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Donald Trump, auteur de nouvelles menaces d'anéantissement proférées contre l'Iran. Le président américain a adressé dimanche cette mise en garde sur son réseau social. Pour l'Iran, le temps presse. Les Iraniens feraient mieux d'agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux. Les signes d'une reprise des hostilités dans le Golfe s'additionnent au fil des jours. Le président américain s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre israélien sur le dossier iranien. Et selon le site Axios, il doit réunir mardi ses conseillers pour discuter de ses options militaires. Mais dimanche, quelques heures avant les menaces de Donald Trump, Téhéran mettait en garde. Si l'Iran est de nouveau agressé, les ressources et l'armée de son pays seront confrontées à des scénarios inédits, offensifs, surprenants et tumultueux. Ce dimanche, une frappe de drone a provoqué un incendie à proximité de la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis, sans faire de blessés ni provoquer de hausse de la radioactivité. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, tous les regards se tournent vers l'Iran. L'attaque terroriste ciblant la centrale nucléaire propre de Baraka, qu'elle provienne de l'acteur principal ou par l'intermédiaire de l'un de ses agents, représente une escalade dangereuse. 2 jours plus tôt, un présentateur de la télévision iranienne s'initiait au tir au fusil d'assaut sous les yeux d'un militaire. Sa cible, un drapeau des Émirats arabes unis. Malgré ces tensions, la diplomatie n'est pas totalement éteinte. Dimanche, le président du Parlement, principal négociateur de l'Iran, a reçu un représentant du Pakistan, médiateur entre Téhéran et Washington. Mais malgré ces échanges, l'Iran reste inflexible sur le développement de son programme nucléaire, principal point de discorde avec les États-Unis. Festival de prière aux États-Unis. Donald Trump et les religieux conservateurs organisent un festival de prière pour célébrer les racines chrétiennes du pays. Reportage TV5 Monde dans ce grand journal. Un marathon de prière aux allures de pèlerinage avec comme guide Donald Trump. Ils sont plusieurs milliers de fidèles venus des 4 coins du pays pour prier à la grandeur de l'Amérique et son président qui a choisi de s'adresser à eux depuis le bureau ovale en leur lisant un passage de la Bible. Alors j'établirai le trône de mon royaume
conformément à l'alliance que j'ai conclue avec David, ton père. Donald Trump et les piliers de son administration qui appellent à tour de rôle à prier tout au long de l'année pour l'Amérique. L'événement, financé en partie par des fonds publics, se déroule à 2 pas de la Maison-Blanche, le centre du pouvoir américain. Qu'un dirigeant appelle le peuple à revenir à une époque de repentance et à redonner son élan à cette nation, fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes, qu'il appelle aussi courageusement toute une nation à revenir à ces valeurs, c'est important d'être présent lors d'un événement historique comme celui-ci. Une vitrine du nationalisme chrétien où sur les 14 religieux qui se sont succédés sur scène, 11 sont des protestants évangéliques issus d'un courant ultra-conservateur. S'ils ne représentent qu'un quart de la population américaine, ils sont en revanche très présents au sein de l'administration Trump. Si l'on fait ce que Dieu nous demande, on ne peut pas tuer des bébés, on ne peut pas accepter des choses que la Bible interdit. Il a fallu l'arrivée au pouvoir de ce président pour qu'il déclare qu'il n'y a que 2 sexes, hommes et femmes. C'est absurde. Célébrer les 250 ans de l'Amérique et ses racines chrétiennes avec le soutien de l'administration Trump, de quoi écorner un peu plus la séparation de l'Église et de l'État. Que ce soit dans la déclaration d'indépendance ou bien dans la Constitution, jamais la religion ou bien Dieu n'est mentionné. Relations Chine-Russie. Les liens économiques bilatéraux favorisent le développement mutuel. CGTN s'est entretenu avec le ministre russe du développement économique Maxime Reshetnikov au sujet de la coopération commerciale et économique entre la Chine et la Russie. M. Reshetnikov estime que les relations bilatérales progressent et stimulent la croissance économique mutuelle. Les 2 parties lancent des projets de production conjoints dans les secteurs de haute technologie, allant de l'aérospatiale à l'industrie pharmaceutique. Reportage CGTN News dans ce grand journal. Les dirigeants chinois et russes entretiennent des relations amicales et restent en étroite communication sur un large éventail de questions. L'attention particulière qu'ils y accordent n'a cessé de stimuler la croissance des liens économiques et commerciaux bilatéraux. Le volume des échanges commerciaux sino-russes s'est maintenu à un niveau stable, avoisinant les 240 milliards de dollars au cours des 2 dernières années, avec de légères fluctuations, tandis que la coopération économique et commerciale ne cesse de s'étendre et de se renforcer. Les 2 nations occupent sans aucun doute une place importante dans le développement économique l'une de l'autre. La Chine est le premier fournisseur de la Russie et la Russie figure parmi les 5 principaux fournisseurs de la Chine, avec une influence notable dans divers domaines. Par exemple, les exportations de produits agricoles de la Russie vers la Chine ont bondi de plus de 20% et la Chine fournit à la Russie un grand nombre d'équipements mécaniques. La Chine connaît des progrès considérables dans les secteurs de haute technologie et son industrie automobile pénètre le marché russe avec des produits innovants, tout comme elle s'implante sur les marchés des pays occidentaux et au-delà. Plus important encore, la coopération bilatérale a franchi des étapes qualitatives décisives. Au-delà des simples échanges commerciaux, les 2 parties se concentrent désormais sur la coopération en matière d'investissement et lancent un nombre croissant de projets conjoints de fabrication de haute technologie. Une telle coopération permet d'obtenir des résultats plus rapides et de meilleure qualité que des efforts menés séparément, couvrant notamment l'aérospatiale, l'aviation, l'énergie nucléaire et le secteur pharmaceutique. Ces efforts jettent des bases solides pour le développement futur, permettant ainsi aux 2 pays de progresser ensemble et d'en tirer des avantages communs. Ursula von der Leyen salue une nouvelle ère, l'UE, Inde, lors de la visite de Narendra Modi en Suède. Le Premier ministre indien, qui poursuit sa tournée européenne, s'est rendu à Göteborg pour des entretiens avec la présidente de la Commission européenne et avec le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson. Le récit signé et Euronews dans ce grand journal. Le Premier ministre indien poursuit sa tournée européenne. Ce dimanche, Narendra Modi était en Suède où il a rencontré la présidente de la Commission européenne. Lors d'une conférence de presse, Ursula von der Leyen a salué une nouvelle ère dans les relations entre l'Inde et l'UE qui ont conclu un accord de libre-échange le 27 janvier à New Delhi. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Inde. Our next step must be to deliver an investment agreement. And this is the missing piece of the puzzle in our reinforced economic cooperation, especially in a world where supply chains are being reshaped and economic security challenges us as never before. Deepening our investment ties will help us
to de-risk and to diversify. Basically, one can say the trade agreement opened the door. An investment agreement walks us through this door. Narendra Modi se rendra ensuite à Oslo pour le 3e sommet Inde-Pays nordiques. Sa tournée européenne s'achèvera en Italie où il rencontrera Giorgia Meloni le 20 mai. Zoom sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, fragilisé face aux appels croissants pour des élections anticipées. La scène politique israélienne traverse une nouvelle période de forte turbulence alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait face à une pression politique grandissante pouvant menacer son maintien au pouvoir. Plusieurs observateurs évoquent désormais la possibilité d'une chute du gouvernement, l'organisation d'élections législatives anticipées dans les prochains mois. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. En Israël, la coalition de Benjamin Netanyahou tangue et risque de tomber. Le Premier ministre envisage d'organiser des élections anticipées qu'il a toutes les chances de perdre quand même. C'est un pari risqué. Très risqué, c'est vrai. Il prend un risque et en même temps, l'idée c'est de contrôler au moins le calendrier politique parce que c'est vrai que tout le reste en ce moment lui échappe. L'objectif, c'est celui de dévancer l'opposition qui a déjà présenté 2 propositions de loi visant à dissoudre le Parlement. Donc, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, a déposé lui aussi une proposition pour organiser des élections anticipées pour essayer de garder un peu la main sur le calendrier. Des propositions qui devraient être votées cette semaine pour les élections. Il y a plusieurs dates possibles qui sont envisagées. On parle du 1er septembre et du 15 septembre notamment. Ça fait à peine 2 mois avant la date initialement prévue qui était celle du 27 octobre. Ce que Netanyahou espère, c'est de profiter de cette petite avance de calendrier pour arriver à imposer son tempo et donc profiter aussi d'un conflit qui pour l'instant s'éternise tant sur le front iranien que sur le front libanais parce qu'il faut dire que ces pauses dans les combats ne sont pas suffisantes pour rassurer les Israéliens qui considèrent encore comme des menaces existentielles. Donc, à quoi pense Benjamin Netanyahou? C'est de profiter de cette aura de chef de guerre qui lui sert encore. Pour autant, il ne se fait pas vraiment d'illusions. Les médias israéliens racontent qu'il appelle déjà ses alliés pour les prévenir que, oui, la coalition risque bien de tomber et risque même de perdre les élections. Par ailleurs, c'est un désaccord avec ses alliés, avec les ultra-orthodoxes de sa coalition, qui risque de la faire sauter, cette coalition. C'est un sujet qui fracture la société israélienne depuis des mois. Et c'est ce que les ultra-orthodoxes reprochent à Netanyahou. Vous savez, le service militaire est obligatoire en Israël pour tout le monde, sauf que les ultra-orthodoxes demandaient au Premier ministre d'exempter les étudiants des écoles talmudiques. C'est un choix évidemment très compliqué dans un moment où l'armée israélienne est à bout de souffle après 2 ans de combats ininterrompus. Et pourtant, Benjamin Netanyahou l'avait promis. C'est ça aujourd'hui qui fragilise encore plus sa coalition. La coalition au gouvernement se divise et l'opposition se renforce. Oui, ça se renforce et ça s'allie même entre 2 notamment d'entre eux qui sont très dangereux pour Netanyahou, Naftali Bennett et Yair Lapid. Ce sont 2 anciens premiers ministres qui ont décidé de s'unir dans cette coalition qui s'appelle Beyad Ensemble. Les 2 pourraient avoir déjà plus de sièges à la Knesset par rapport au Likoud de Netanyahou. Il faut dire que tous ces derniers mois, Netanyahou a réussi à garder la main, à garder l'avantage sur tous ses adversaires. Là, depuis le début de la guerre en Iran, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est Naftali Bennett qui prend de l'avance. La dernière fois que Bennett et Lapid se sont unis, c'était en 2021. Ils avaient réussi à faire tomber Netanyahou cette fois-ci. D'où l'objectif de Benjamin Netanyahou de toujours apparaître en chef de guerre et de relancer des hostilités. Exactement, c'est ce qu'on appelle en Israël un événement sécuritaire. En clair, on parle évidemment d'une reprise des combats, d'une intensification des combats. Ça pourrait lui servir évidemment et certains craignent de voir la guerre utilisée comme une arme politique, c'est ce que dit le chef d'un des partis d'opposition, Avigdor Lieberman, qui le formule de manière très très ouverte dans une déclaration à la presse. Il dit que Netanyahou pourrait recourir à une action militaire uniquement à des fins électorales. D'ailleurs, la reprise des combats semble en tout cas très possible, si ce n'est probable. Selon les mots d'un député du Likoud, Israël est plus proche que jamais d'un retour au combat contre l'Iran. Merci beaucoup Anaïsa Kepelini. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et un podcast sur l'application BFM Business. Donc en Israël... Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Arlit Dorelas, Swag Radio on air avec du style. Passez la commande Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa open Swag Radio, écoutez Swag Radio tous les jours, le son qui swag, Swag Radio. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook.
P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, Bonneuse Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. Bonneuse Café Créole, delicioso. De Zoom tous les dimanches 3h, mais sur la chaîne 880 de Comcast, 1045 North Shore, à l'État de Massachusetts, avec Erlen Tudor et là, contributeurs, Dr Roland Joseph et le professeur Bonis Setilo. Des centaines de personnes ont manifesté à Montréal le dimanche 17 mai 2026 comme ailleurs dans le monde pour souligner le 78e anniversaire de la Nakba, catastrophe en arabe qui désigne le déplacement forcé de plus de 750 000 Palestiniens lors de la première guerre israélo-arabe en 1948. À Londres, la sécurité a été renforcée alors que défilaient dans les rues de la capitale les manifestants pro-palestiniens et des dizaines de milliers de militants d'extrême droite contre les politiques d'immigration du Premier ministre Keir Starmer. Reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. Londres a vécu aujourd'hui l'une des plus importantes journées de manifestation des dernières années. Des dizaines de milliers de militants d'extrême droite ont participé à la marche Unite the Kingdom, organisée par le polémiste Tommy Robinson, figure bien connue de la droite radicale britannique. Les manifestants accusent notamment le premier ministre travailliste Keir Starmer de ne plus contrôler les frontières du pays. Je veux que l'Angleterre reste l'Angleterre. Je veux qu'on arrête l'immigration. Je veux que nos politiciens pensent à nous, le peuple anglais, déclare cette militante. À quelques kilomètres de là, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont eux aussi défilé pour souligner la Nakba, l'exode palestinien de 1948. Ils dénoncent aussi ce qu'ils qualifient de génocide dans la bande de Gaza et y réclament un cessez-le-feu. J'espère que cette marche va ouvrir les yeux sur les atrocités qui prennent place en Palestine. La vérité est que le comportement du gouvernement israélien est inconcevable, dit cette femme. Les autorités craignaient des frictions entre les deux groupes dans un contexte déjà extrêmement tendu au Royaume-Uni. Plus de 4000 policiers ont été mobilisés dans la capitale britannique, avec drones, hélicoptères et reconnaissance faciale en direct. Cette journée de mobilisation représente d'ailleurs un défi politique important pour le premier ministre Keir Starmer, qui se voit fragilisé après une série de reculs électoraux. La pression se fait sentir au sein de son propre parti. L'ex-ministre de la Santé, Wes Streeting, a annoncé aujourd'hui qu'il sera candidat à la succession de Keir Starmer. De son côté, le maire travailliste de Manchester, Andy Burnham, veut regagner la confiance des électeurs. Notre équipe frappera à toutes les portes pour reconnaître que le parti n'a pas été assez bon, qu'il n'a pas assez aidé les citoyens et que maintenant, nous allons changer la donne, clame le maire de Manchester. Dans un Royaume-Uni de plus en plus polarisé, le gouvernement au pouvoir se retrouve désormais pris entre la colère de la rue et les tensions qui montent jusque dans son propre camp. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Montréal. Direction la Côte d'Ivoire dans ce grand journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a vivement dénoncé l'incarcération de plusieurs militants politiques à l'occasion des rassemblements marqués par sa reconduction à la tête de son parti politique. Bientôt 81 ans, l'ancien chef de l'État ivoirien, figure emblématique de l'opposition, avait pourtant annoncé l'année dernière son intention de se retirer progressivement de la vie politique. Mais face aux tensions persistantes sur la scène politique nationale, Laurent Gbagbo a finalement accepté de reprendre les commandes de sa formation politique, affirmant vouloir poursuivre le combat pour la démocratie et les libertés publiques. Récit signé Africa News dans ce grand journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo dénonce l'incarcération de militants politiques dans son pays. L'opposant, qui fêtera bientôt ses 81 ans, a été reconduit vendredi à la tête de son parti, alors qu'il avait annoncé l'année dernière son intention de se retirer de la vie politique. Nous avons beaucoup de camarades en prison. Et il nous faut non seulement penser à eux, mais il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Gbagbo n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles d'octobre dernier, remportées par son rival de longue date Alassane Ouattara, en raison d'une condamnation pénale. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus
et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal. Le PPACI a boycotté les élections législatives de décembre et ne compte désormais plus aucun député, mais seulement une poignée de maires. Les militants disent soutenir leur leader. Je suis heureuse parce que c'est un président qui trouve toujours des mots justes pour convaincre sa population. C'est quelqu'un qui ne fait rien sans sa population. Le oui de sa population est son oui. Le non de sa population est non. Nous avons vraiment besoin de lui. C'est tout ce qu'il vient de nous dire. Il n'a insulté personne. Il nous a prodigué des conseils. Il nous a dit que nous devons être unis. Nous devons nous pardonner. L'avenir politique de Laurent Gbagbo dépendra probablement de sa réinscription sur les listes électorales. Afin de redynamiser le parti, il a promis de déléguer ses pouvoirs à un successeur, sans aucune précision. Parlons de l'Ebola. La propagation du virus en RDC et en Ouganda constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a déclaré le dimanche 17 mai que l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Cette désignation vise à coordonner une réponse internationale plus forte pour mettre fin à l'épidémie. Il a également été signalé en Ouganda. L'OMS a dépêché des experts et acheminé du matériel médical afin d'endiguer la propagation de la maladie. C'est un reportage dans ce grand journal. Une course contre la montre pour enrayer la propagation du virus Ebola. Les agences de l'ONU intensifient l'acheminement de fournitures médicales vers la province de l'Ituri après la confirmation de la maladie infectieuse vendredi. À ce jour, plus de 240 cas suspects et 80 décès ont été signalés dans 2 villes minières. L'OMS a exhorté ses partenaires mondiaux à venir en aide au gouvernement de la RDC. Il s'agit d'un défi local qui nécessite un leadership sur le terrain et nous allons le mettre en place et le soutenir. Cependant, ce défi local peut prendre une ampleur mondiale en un instant. Et c'est là l'enjeu dont nous sommes tous conscients, maîtriser la pandémie et y mettre fin. L'épidémie causée par la souche Bundibugyo a été signalée en Ouganda. Les autorités ont également confirmé un cas dans la capitale congolaise Kinshasa. Dans les 2 cas, les patients auraient voyagé depuis l'Ituri. Les organisations sanitaires internationales ont mobilisé plus de 600 kilos de matériel médical pour aider le gouvernement congolais à soigner les patients atteints d'Ebola et à enrayer la propagation de cette maladie contagieuse qui s'est déclarée dans une région touchée par le conflit. Les responsables craignent que les déplacements de population et le commerce transfrontalier ne viennent entraver les efforts de lutte contre l'épidémie. Je pense que le principal défi auquel nous allons être confrontés en Ituri est la population, car elle est très nombreuse et se déplace partout. Vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants là-bas et les gens vont partout. C'est donc ce grand problème auquel nous allons être confrontés. Les pays limitrophes de la RDC sont considérés comme à haut risque. L'OMS les a exhortés à renforcer la surveillance et à signaler les cas. À la suite de cette annonce, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC dans le district de Rubavu, situé dans la province de l'Ouest. La dernière épidémie d'Ebola est la 17e en RDC depuis 1976. Les scientifiques affirment que la maladie se propage par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Les gangs continuent de semer la terreur en Haïti. De nouveaux affrontements liés aux gangs ont fait au moins 78 morts et 66 blessés en moins d'une semaine, selon l'ONU. Face à cette violence qui gangrène Haïti, des milliers de civils sont contraints de fuir. Les détails avec TV Segment dans ce grand journal.
Juste avant d'évoquer la situation au Liban, la recrudescence des violences entre gangs dans la banlieue de Port-au-Prince en Haïti. De nouveaux affrontements ont fait au moins 78 morts et 66 blessés en moins d'une semaine selon l'ONU. Face à cette violence qui gangrène le pays, des milliers de civils sont contraints de fuir. Luc Hurtel. 3 jours, 5300 déplacés. À Port-au-Prince, les gangs ont une nouvelle fois semé la terreur dans les quartiers nord de la capitale haïtienne. Mikerlange a fui sous les balles avec son bébé. Son mari, lui, est retourné chercher des affaires. Il n'en est pas revenu. Pendant qu'il allait chercher les vêtements, ils l'ont tué dans la maison. Et aujourd'hui, c'est l'enterrement. Je n'ai personne à appeler, personne pour me répondre. Je n'ai plus personne, il ne reste que moi et le bébé. Même situation désespérée pour d'autres. Certains ont vu leur maison brûler avec tout ce qu'elle contenait et se retrouvent aujourd'hui endettés, sans ressources et sans aide de l'État. Je suis obligé de demander la charité. Les gangs ont détruit tout ce que je possédais. Je me suis enfui en laissant tout derrière moi. D'autres racontent avoir survécu de justesse à une agression en sortant de leur domicile. Cela allait faire 3 jours que j'étais enfermé. Je suis sorti chercher de quoi manger. Quand je suis revenu, j'ai croisé plusieurs hommes. Certains m'ont laissé passer. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non. D'autres que j'ai croisés m'ont frappé à la tête. Ils m'ont battu. C'est grâce à Dieu que je ne suis pas mort. Dans ce chaos, les structures de santé sont également sous pression. Médecins sans frontières a dû évacuer l'un de ses hôpitaux. On s'est retrouvé avec plus de 800 personnes déplacées à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, avec aussi au même moment des balles perdues qui tombaient. Compte tenu de cette situation, il était pour nous impossible de continuer et de maintenir nos activités. MSF reste mobilisé, mais dans l'inquiétude, plus de 40 blessés par balle ont été soignés en moins de 12 heures. L'ONU prépare une réponse humanitaire d'urgence. Quant à la force multinationale censée appuyer la police haïtienne, seul un contingent de 400 soldats tchadiens est pour l'heure déployé à Port-au-Prince. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi matin. Pour ce lundi. Avant de partir, couleur du temps sur Boston. Lundi 18 mai 2026, Boston bénéficiera d'un temps agréable et ensoleillé avec des températures maximales proches de 75 degrés Fahrenheit, en raison d'un vent marin côtier. La matinée sera plus fraîche, mais l'après-midi sera chaud et très ensoleillé. Maximum prévu 75 degrés Fahrenheit. Minimum pour aujourd'hui, la nuit, 64 degrés Fahrenheit. Température aura ressenti dans l'après-midi jusqu'à 76 degrés Fahrenheit. 8h du mat, 67 degrés Fahrenheit. À 11h, 71 degrés Fahrenheit. À 2h, 72 degrés Fahrenheit. À 17h, 75 degrés Fahrenheit. À 8h du soir, 72 degrés Fahrenheit. Pour ce aujourd'hui. Risque de pluie, 7% pour ce aujourd'hui. Vent venant à l'est pour ce aujourd'hui. Humidité relativement sèche. L'après-midi descendant à 46%. C'est la fin de ce grand journal. Merci d'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, en air avec du style. Alexa Open, Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, delicioso, joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.